Dans cette vidéo, nous allons présenter le contenu du dossier projet, que l'on appelle également le mémoire, que l'on appelle également le rapport de stage. Alors, votre dossier projet doit être construit de la manière suivante. D'abord, il va y avoir une page de garde dans laquelle on doit retrouver les informations titre professionnel de concepteur-développeur d'application 2024, le nom du document, dossier projet, votre nom et votre prénom. Et puis, il faut donner un titre à l'application ou aux applications que vous allez présenter dans ce dossier projet. Par exemple, application de e-commerce en Spring React, vente d'animaux de compagnie. Si vous pouvez adjoindre un icône qui va être représentatif de l'entreprise ou de l'application que vous avez réalisée, vous pouvez le faire. Bien évidemment, ces informations qui doivent figurer sur la page de garde peuvent être disposées autrement. On peut avoir le titre professionnel de concepteur-développeur d'application qui peut se situer en bas. À vous d'adopter la présentation que vous souhaitez. Ensuite, il va y avoir un sommaire. Alors généralement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est dans le sommaire que je vous présente ici, il y a à peu près tout ce qu'on doit retrouver dans le dossier projet. Bien évidemment, peut-être que vous avez des éléments en plus que vous souhaitez ajouter. Alors généralement, dans votre dossier projet, il doit y avoir une première page dans laquelle va figurer les compétences du référentiel développé dans le projet. Votre référentiel contient les 3 grosses compétences suivantes. Développer une application sécurisée, concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches, préparer le déploiement d'une application sécurisée. Et donc, généralement, en page 4, on va trouver ces compétences plus détaillées. Ensuite, il doit y avoir un résumé de votre projet en anglais, qui peut figurer à la page 5, que vous aurez à exprimer oralement lors de la soutenance. Ensuite, on va définir le cahier des charges. En page 6, par exemple, on pourra présenter le contexte, c'est-à-dire l'entreprise avec son environnement, avec ses moyens humains et matériels, etc. Ou tout simplement le contexte du projet fil rouge. Quel est l'objectif de l'application que vous avez à réaliser. Ensuite, il y aura une partie gestion de projet dans laquelle vous expliquerez le planning et les méthodologies que vous avez suivies pour réaliser votre projet. Et puis, vous présenterez un petit diagramme de Gantt. Ensuite, il y aura les spécifications fonctionnelles du projet. Les spécifications fonctionnelles du projet contiendront un diagramme de cas d'utilisation, la description détaillée des cas d'utilisation, un modèle conceptuel de données, un diagramme de classe, un diagramme d'activité ou des diagrammes d'activité, on peut en avoir plusieurs, diagramme de séquence, un ou deux, diagramme de déploiement et les maquettes du projet. Alors ça peut être dans ce sens-là ou dans un sens qui vous semble plus logique. Ensuite, il y aura les spécifications techniques dans lesquelles on exprimera les technologies choisies, l'architecture MVC du projet ou l'architecture en microservices, ou l'architecture en microservices et l'architecture MVC dans chaque microservice. On parlera également de sécurité. Pour la partie réalisation, c'est là où il conviendra de faire des choix. Il faudra choisir les caractéristiques les plus représentatives de votre projet pour pouvoir les expliquer dans ce dossier projet. Donc il faudra choisir une fonctionnalité 1, une fonctionnalité 2, une fonctionnalité 3, etc. Ensuite, il faudra produire un jeu d'essai qui indiquera quelles sont les données que vous avez insérées dans votre base de données ou les données que vous avez utilisées pour pouvoir tester votre application et quels ont été les tests qui ont été réalisés avec ces données.
pouvoir tester votre application. Ensuite, il faudra présenter une veille sur les vulnérabilités de sécurité, la méthodologie que vous avez choisie pour faire cette veille, et puis un exemple de mise en place dans votre projet. Il faudra présenter également une situation de travail ayant nécessité une recherche, ainsi que la façon dont vous avez utilisé cette recherche dans votre projet. Et il faudra faire une conclusion. Donc ça, c'est la façon dont va se présenter le dossier projet. Donc si on descend un peu dans ce dossier projet pour détailler un peu plus, ça veut dire que dans une première partie, il y aura les compétences du référentiel développé dans le projet. Alors, les compétences développées dans du référentiel développé dans le projet, ben, elles sont là, hein, sont expliquées ici. Normalement, on doit retrouver tout ça, c'est-à-dire le développement d'une application sécurisée, l'installation et la configuration de son environnement de travail en fonction du projet, le développement des interfaces utilisateurs, etc. Cette page-là, c'est la première page que l'on doit trouver dans votre mémoire. C'est une page qui indique que dans votre dossier projet, normalement, on devrait retrouver l'ensemble de ces compétences-là. Ensuite, il y aura une page dans laquelle vous ferez un résumé de votre projet en anglais. Donc sur cette page, vous allez donc résumer votre projet, the project concerns, etc., etc. Vous expliquez votre projet en anglais. C'est un résumé de votre projet. En quoi consiste ce projet exactement et qu'est-ce que vous avez fait. Donc il faut exprimer ça en anglais. Et ce que vous allez exprimer ici en anglais, il faudra, lorsque vous présenterez votre partie orale, l'exprimer à l'oral. Ensuite, on devra avoir le cahier des charges. Donc là, il va falloir décrire le cahier des charges de votre application. Il faudra décrire le contexte. Alors, qu'est-ce que c'est que le contexte? Vous décrivez soit l'entreprise dans laquelle vous avez fait votre stage, avec le matériel existant au sein de l'entreprise, les moyens humains, les moyens matériels, etc., etc. Et puis, bien sûr, l'environnement dans lequel vous avez travaillé. Si vous ne l'avez pas fait dans une entreprise, il va falloir décrire le contexte de l'application à réaliser, c'est-à-dire le contexte de cette application, le contexte de l'application fil rouge, ou celui que vous avez défini vous-même. Donc si elle a été faite dans le cadre du projet fil rouge. Ensuite, il faudra définir les objectifs de l'application. L'application permet de répondre à quel problème exactement. Quel est son objectif? Vendre des animaux de compagnie, tel objectif, etc., etc. Donc là, il faut décrire ces objectifs. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va passer à la gestion de projet. Donc là, il va falloir préciser le planning et les méthodologies suivies, c'est-à-dire que vous expliquez comment vous avez travaillé, tout seul, à plusieurs, avec une équipe, vous avez désigné un chef de projet, peut-être avec des DevOps, peut-être avec des administrateurs, etc., etc. Peut-être tout seul. Donc comment est-ce que vous avez travaillé? Quelle méthode vous avez utilisée? DevOps, Scrum, l'agilité, des outils également, Git, GitHub par exemple, peut-être Discord pour pouvoir communiquer entre vous, Trello, Jira, etc. Donc là, il faut décrire tout ça avec des phrases en français. Et bien sûr, préciser toujours que vous avez bien sûr tenu compte des aspects qualité et sécurité tout au long de votre démarche. Ensuite, vous indiquez votre diagramme de Gantt. Vous expliquez donc le planning,
que vous avez suivi. Voici le diagramme de Gantt élaboré en début de projet et vous le précisez sur votre document. Ensuite vient les spécifications fonctionnelles du projet. Il faudra présenter votre diagramme de cas d'utilisation. Dans un premier temps, j'ai réalisé un diagramme de cas d'utilisation montrant comment les fonctionnalités et les acteurs sont interconnectés par exemple, ou une autre phrase. Et là, vous représentez votre diagramme de cas d'utilisation, ou s'il y en a plusieurs, vos diagrammes de cas d'utilisation. Ensuite, vous présentez les descriptions détaillées des cas d'utilisation. J'ai ensuite rédigé une explication textuelle des cas d'utilisation suivant le schéma titre, résumé, acteur, précondition, scénario nominal, enchaînement d'erreurs et post-condition. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire une description détaillée des cas d'utilisation, par exemple un sommaire d'identification, le titre du cas d'utilisation, se connecter, vous faites un résumé, donc l'utilisateur doit s'authentifier pour pouvoir se connecter à l'application, les acteurs concernés, c'est peut-être les utilisateurs, les administrateurs, description des scénarios, les préconditions, le scénario nominal, l'enchaînement d'erreurs et la post-condition. Par exemple, pour se connecter, on pourra avoir quelque chose du genre, donc un tableau comme celui-là. On va décrire le titre du cas d'utilisation. Donc, c'est le cas d'utilisation se connecter que vous aurez représenté sur votre schéma concernant le diagramme de cas d'utilisation. Le résumé de ce cas d'utilisation, il permet de s'authentifier dans le système et d'accéder à des fonctionnalités spécifiques. Les acteurs concernés, ça pourrait être les professionnels de santé par exemple, ou des utilisateurs, ou des administrateurs, en fonction de votre application. La description des scénarios, les préconditions. Premièrement, l'application doit être accessible pour pouvoir se connecter. Le scénario nominal, c'est-à-dire comment se passe ce scénario. 1. Le professionnel de santé accède à la page de connexion. 2. Le professionnel de santé saisit son login et son mot de passe. 3. Le système vérifie l'existence du compte. 4. Le système renvoie l'interface correspondante. Voilà comment va se présenter le scénario nominal de ce cas d'utilisation. Les enchaînements d'erreurs. Supposons qu'il n'y a aucun compte qui correspond au couple login-mot de passe indiqué. Alors, le système va lever une exception. Le cas d'utilisation se termine en échec, retour à l'étape 1. Donc, retour à cette étape-là. L'étape qui est ici, la 1. La post-condition, le professionnel de santé authentifie et accède aux fonctionnalités qui lui sont dédiées. Voilà. Donc, l'idée, c'est de décrire nominalement vos cas d'utilisation. Donc, il faut faire une description détaillée des cas d'utilisation. Ensuite, même chose, il faudra le faire pour une autre fonctionnalité et le faire encore pour une autre fonctionnalité et ainsi de suite. Donc, il faut décrire vos cas d'utilisation. Vous n'êtes pas obligé de les décrire tous, vous pouvez en choisir quelques-unes qui sont parmi les plus caractéristiques. Ça, c'est comme vous voyez. Ensuite, il faudra faire le modèle conceptuel de données, le MCD. Pour la conception de la base de données, j'ai commencé par le modèle conceptuel de données MCD afin d'avoir une représentation de mes entités, de leur attribuer des relations entre elles. Et vous faites votre modèle ici et vous l'expliquez un petit peu. Vous pouvez faire quelques explications. Suite à celui-ci, j'ai pu réaliser mon modèle logique de données, le MLD. Et là, à partir du MCD, vous indiquez le MLD auquel on aboutit, puisque c'est à partir du MLD que l'on va écrire les tables. Après avoir fait ça, vous passez à votre diagramme de classe. J'ai ensuite réalisé un diagramme de classe afin de modéliser les objets de mon système et les relations entre eux. Et vous expliquez, vous faites une représentation de votre diagramme de classe et vous pouvez expliquer un peu sur quelques lignes.
Ensuite, vous passez au diagramme d'activité. Afin de modéliser les scénarios et les étapes de décision de mes fonctionnalités, j'ai réalisé les diagrammes d'activité. En voici deux exemples, par exemple. Donc, un diagramme d'activité concernant la création de compte, hein, voilà, par exemple, et un diagramme d'activité concernant une autre fonctionnalité. Si vous voulez en faire plus, faites-en plus. Ensuite, le diagramme de séquence. Pour représenter comment les objets du système interagissent pour un scénario particulier et les messages échangés, j'ai réalisé des diagrammes de séquence ci-dessous, deux exemples. Donc, deux exemples de diagrammes de séquence, par exemple, ou trois, ou un, ça c'est comme vous voulez. Et enfin, le diagramme de déploiement. J'ai réalisé le diagramme de déploiement afin de représenter les infrastructures physiques et logicielles du système. Celui-ci sera complété par la suite pour y faire figurer les autres applications, par exemple. Et voilà, vous présentez votre diagramme de déploiement. Les maquettes du projet, voici les maquettes que nous avons produites en conservant la charte graphique. Vous indiquez donc les maquettes de votre projet. Voilà pour la partie spécification fonctionnelle. On passe ensuite aux spécifications techniques. Donc les spécifications fonctionnelles permettent de définir fonctionnellement comment va fonctionner votre application. Spécifications techniques, c'est là où vous choisissez comment vous allez implémenter ces spécifications fonctionnelles, ou les fonctionnalités définies dans les spécifications fonctionnelles. Donc là, il y a des technologies que vous avez choisies. Hein, pour le projet, voici les technologies qui ont été retenues. Donc vous expliquez les technologies que vous avez retenues et vous les expliquez plus bas. Donc Spring Boot, ce que c'est. Attention, si vous avez les mêmes technos, n'utilisez pas les mêmes phrases modifiées. Hein. Spring Sécurité, si vous l'avez utilisé, Timeleaf, JavaScript, MySQL, Spring Data JPA. Donc, il faut expliquer un peu, alors j'ai pas tout mis, hein, toutes les fonctionnalités que vous avez utilisées dans votre projet. Vous pouvez faire même des schémas qui indiquent comment fonctionne Spring, par exemple, si c'est ce que vous avez utilisé, ou React, si c'est ce que vous avez utilisé. Vous pouvez parler de GitHub, etc., etc. L'objectif, c'est de décrire toutes les technologies que vous avez utilisées. Alors, vous pouvez faire des schémas pour expliquer comment fonctionne Spring. Hein. Vous pouvez aller rechercher des schémas sur Internet, par exemple. Vous pouvez écrire Spring, par exemple. Vous pouvez avoir les cours faits. Vous allez sur Image ici. Alors, Spring, Java. Voilà, et vous pouvez peut-être trouver des schémas qui expliquent, comme on le voit ici, tiens, par exemple, qui expliquent comment Spring fonctionne. Pour pouvoir, en quelques lignes, vous aussi expliquer comment Spring fonctionne. Si vous avez utilisé React, hein, par exemple, alors faudrait chercher un schéma concernant le fonctionnement de React. Alors on peut aller sur Wikipédia peut-être, ici, et vous cherchez s'il n'y a pas un schéma qui peut expliquer comment peut fonctionner React. Hein. Voilà. Déjà, commencez déjà par donner des définitions, hein, ce sera déjà pas mal, et au fur et à mesure, ça on pourra voir quel schéma utiliser pour expliquer le fonctionnement de quelques technologies, du moins les essentielles. Ensuite, on peut parler de l'architecture. Alors, si vous avez une architecture MVC dans votre projet, que vous ayez structuré en microservices ou pas d'ailleurs, vous pouvez donc décrire comment se présente votre projet. Spring a une architecture MVC2, c'est-à-dire que les requêtes des clients sont interceptées par une seule servlette, etc., etc. Et là, vous voyez, vous pouvez faire une copie d'écran de votre projet hein, pour expliquer comment est-ce qu'il se présente. C'est intéressant d'avoir
comme ça une copie d'écran de l'architecture de votre projet pour pouvoir justement expliquer plus facilement. Ensuite, voilà, donc on explique ici ces différentes couches. Vous pouvez insister sur ça par rapport à votre projet. Ensuite, pour la sécurité, expliquer que la sécurité a vraiment été votre préoccupation et on indique les aspects liés à la sécurité, injection SQL, injection XSS, injection CSRF, le contrôle des données saisies, la création de comptes, les autorisations, et on explique comment tout ça a été traité. Hein. Vous trouverez quelques exemples dans le document qui est ici, mais ça c'est très très important. Toujours pour la partie réalisation, pour les pages HTML, indiquez la technologie que vous avez utilisée, TimeLeaf, React, Vue.js, etc. Et puis, commencez à indiquer quelques codes, quelques bouts de code que vous allez expliquer. Donc là, on rentre carrément dans la partie réalisation et il va falloir choisir quelques bouts de code qui seront caractéristiques de votre application. C'est important, vous voyez, on va faire des screenshots de quelques projets et puis expliquer, vous voyez, expliquer brièvement, comme on le voit ici, ce qu'on trouve dans votre projet. Par exemple, ici, dans cette application-là, on a cette classe avec différentes annotations, @autowired, etc. Et plus bas, ici, on peut expliquer ces annotations-là et essayer de donner quelques explications concernant le fonctionnement de cette classe. On peut indiquer encore d'autres bouts de code. Vous voyez, on fait des petites copies du bout de code et on explique le bout de code rapidement, etc., etc. Donc l'idée, c'est ça, c'est de faire des petits screenshots de vos codes parmi les plus caractéristiques et puis d'expliquer un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Une page HTML, on peut décrire son code. Et une fois qu'on a fait une description des bouts de code les plus caractéristiques, on passe aux tests unitaires. On explique quelques tests unitaires. Par exemple, ici, bon, j'ai effectué les tests unitaires de telle classe. J'ai créé une classe XXXTest. Pour cela, j'ai utilisé le framework, par exemple, JUnit et Mockito, par exemple. Et là, je vais donner un exemple de test unitaire que j'ai effectué pour tester cette classe. Une fois que cette partie réalisation est terminée, je vais passer au jeu d'essai, c'est-à-dire quelles sont les données que j'ai utilisées pour pouvoir effectuer des tests. Par exemple, jeu d'essai. L'idée, c'est que vous avez inséré des données dans votre base de données afin de tester les fonctionnalités de création de compte, de connexion et d'ajout de mots. J'ai dû insérer des données dans ma base de données. Pour cela, j'ai d'abord créé les différentes tables nécessaires, user, catégorie, etc. Pour créer un compte et se connecter, j'ai ajouté quelques utilisateurs. Vous pouvez faire un screenshot des utilisateurs que vous avez rajoutés. Et puis, vous expliquez quels sont les tests que vous avez réalisés. Alors, comment on fait ça? On va faire ça avec des tableaux, par exemple. Une fois ces données injectées, j'ai pu tester les 3 fonctionnalités. Ces résultats sont consignés dans des tableaux. Donc, vous pouvez faire un tableau avec une colonne données entrées, résultat attendu, résultat obtenu. Par exemple, vous indiquez, tiens, pour le premier test que j'ai fait en sorte que les champs du formulaire de connexion étaient vides, de création de compte, pardon, étaient vides. Le résultat attendu, c'était un message d'erreur. C'est ça le résultat attendu. Quand les champs sont vides, le résultat attendu, c'est message d'erreur. Quel a été le résultat obtenu par mon application? C'était le message suivant, veuillez renseigner ce champ. Donc, comme le message d'erreur
attendu, il est bien affiché, donc ça fonctionne correctement à ce qui était attendu. Donc, j'ai passé ce premier test. Par exemple, un deuxième test, j'ai saisi des données ne respectant pas les contraintes de validation. Le résultat attendu, c'était un message d'erreur en fonction de la contrainte non respectée. Le résultat obtenu, on a eu un message différent en fonction de la contrainte non respectée. Donc, ça fonctionne bien. Et ainsi de suite. L'idée, c'est, quand on utilise un jeu de test, de tester l'application pour voir si on obtient bien les résultats attendus. Et on énumère ici dans des tableaux, hein, il y a 3 tableaux ici, on énumère dans des tableaux pour chaque fonctionnalité, la fonctionnalité créer un compte, la fonctionnalité connexion, la fonctionnalité ajouter par exemple un mot, on énumère les, euh, les tests que l'on a effectués, le résultat qui est attendu et le résultat obtenu. C'est comme ça qu'on teste une application. Parce que généralement, pour tester une application, vous introduisez des données dans la base de données et vous faites un certain nombre d'opérations sur votre application pour voir si elle fonctionne bien comme attendu. Donc là, l'idée, c'est de bien expliquer tout ça. Une fois que le jeu de test, vous l'avez expliqué, on passe à la veille sur les vulnérabilités de sécurité. Donc là, on explique la méthodologie attendue, la méthodologie que vous avez utilisée pour réaliser la veille sur les vulnérabilités de sécurité. Pour réaliser cette veille, j'ai utilisé le moteur de recherche Google, par exemple. Vous indiquez les mots-clés que vous avez utilisés, les sites qui vous ont permis d'obtenir des informations sur les vulnérabilités de sécurité. Vous expliquez un exemple de mise en place que vous avez trouvé sur un site. Voici un exemple de feuille de sécurité décrite sur. Et vous expliquez tout ça avec un screenshot ou copie d'écran, ça vous voyez comment vous faites. Et ce qui est important, c'est d'indiquer comment vous avez utilisé ce que vous avez trouvé. Le contrôle d'accès, par exemple, applique une stratégie telle que les utilisateurs ne peuvent pas agir en dehors de leur autorisation prévue. Voici un exemple d'attaque présenté sur le site. Alors, vous pouvez prendre un exemple qui va indiquer comment vous avez utilisé ce que vous avez trouvé sur le site dans votre cas à vous. Ensuite, vous décrivez une situation de travail ayant nécessité une recherche. Là, il s'agit d'expliquer comment vous avez recherché sur Internet avec des copies d'écran sur la page web. Donc là, vous expliquez tout simplement, voilà, que vous avez eu à faire telle recherche sur Internet, donc vous faites une copie d'écran, une recherche sur Internet concernant un composant de React, un composant de Spring dont vous aviez besoin, et puis vous expliquez comment vous avez mis ça en œuvre dans votre projet à vous. Et puis, enfin, on arrive à une conclusion. Vous faites une conclusion dans votre mémoire. Voilà un exemple de conclusion ici. Ce qui va manquer dans ce dossier, que je n'ai pas indiqué, c'est comment vous avez déployé votre application. Ça, c'est important parce que il faut montrer comment l'application a été déployée. On peut faire ça après On peut faire ça après la maquette du projet, par exemple. Ici, vous pouvez faire déploiement de l'application. On peut faire ça ici. Et là, vous expliquez comment vous avez déployé votre application. Peut-être la mise en place du workflow d'intégration continue, par exemple, où vous l'avez déployé en utilisant GitHub, par exemple. Parce que votre application doit être sur GitHub.
en utilisant les méthodologies DevOps. Alors, si vous le pouvez, hein, si vous ne pouvez pas, le déploiement d'application, un déploiement d'application, faudra en parler dans votre dossier professionnel. Donc, ça dépend. Est-ce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas? Peut-être qu'il y a certains, le déploiement d'application, ils vont faire sur OVH, donc on n'a peut-être pas besoin de passer par Jenkins ou autre. D'autres vont plutôt avoir à déployer des microservices, donc là, ils vont avoir besoin d'expliquer ce workflow d'intégration continue, surtout s'ils utilisent du Tomcat ou autre chose. Voilà pour vous aider encore un peu mieux dans la réalisation de votre dossier projet. Ce document, vous allez le retrouver sur le site